vous remercier d'avoir patienté et remercier infiniment Lola d'être là ce soir et d'avoir accepté cette invitation parce que comme globe-trotteuse, elle en est une, elle aussi. Elle bouge beaucoup. En ce moment, elle est entre plusieurs activités. D'ailleurs, Lola, vous faites beaucoup de choses dans la vie. Vous êtes chanteuse, performeuse, femme de théâtre, écrivaine, danseuse, j'oublie encore une activité, écrivaine pour la jeunesse. Donc ça fait beaucoup d'activités. Alors moi, ce qui me passionne à l'intérieur de votre littérature, c'est la manière dont s'est construit votre œuvre. Si j'ai bien compris, vous étiez né dans un milieu extrêmement cultivé, avec un père qui était enseignant, spécialiste de littérature française, plus particulièrement de Diderot, je crois. Et vos parents vous ont élevé dans l'amour des livres, de la littérature et de l'éloge de la lecture et de l'écriture. Mais pour rien au monde, vous n'auriez voulu écrire quand vous étiez jeune. Pourquoi ? Alors là, vous commencez très fort. Je pense que c'est pas fini, ça fait de commencer. Bonsoir. Oui, c'est vrai que c'est... franchement, c'est une vraie question. Je pense que l'évidence, c'était que j'étais plongée dans quelque chose et que je voulais peut-être ne pas suivre un chemin... Alors, c'est drôle parce que mon père était effectivement 18e, spécialiste de Diderot, ma mère prof de littérature, et c'était, c'est pas l'horreur, mais... Oui, c'est vraiment, ça me... Je voulais pas finir comme... je voulais pas... Pour moi, l'idée de l'écrivain, quand j'étais petite, c'était celle de mon père enfermé dans un bureau pendant que tout le monde allait à la plage, c'était ça. Donc je me disais non, ça jamais. Et donc ça s'est fait à l'insu de moi-même presque. C'est-à-dire que c'était... j'ai choisi la voie qui était... j'ai choisi la danse, et qui était un univers où il n'y avait pas de un langage mais pas de mots, et en tout cas pas de paroles, et ça m'allait très très bien. Et puis j'écrivais quand même, j'écrivais tout le temps, mais c'était bien d'écrire. Je crois que j'ai eu la grande chance d'écrire très longtemps sans me dire que j'écrirais, et pourtant j'écrivais. Et c'est quoi, non, j'écrivais aussi des nouvelles, voilà, j'ai dû faire... je crois qu'à l'âge de 16 ans, j'ai fait mes mémoires. C'est ça. C'est dingue. Et voilà. Donc voilà, j'écrivais... Et vous écriviez en cachette de vos parents ? Non, ils étaient au courant. C'était... Ah oui, parce que je crois que le premier texte que vous avez publié, en fait, c'est votre père qui l'a photocopié. Bravo, oui, c'est vrai. Mon premier roman, je l'ai terminé, il m'a fait plein de photocopies, 10 exemplaires, parce qu'il pensait que ça, le papa. Voilà, mais oui, il pensait que je ne convaincrais peut-être pas de maison d'édition très vite. Et il s'est retrouvé avec 9 brouillons de 300 pages, parce que ça a été très vite. Le premier roman, ça a été publié très vite. Alors, le premier roman, c'était Une fièvre impossible à négocier. C'est un texte extrêmement intéressant quand on parcourt la genèse de votre travail d'écriture. Et ce qui est drôle, c'est que vous avez commencé avec quelqu'un qui commençait lui-même son propre métier. C'est pas banal non plus, ça, comme histoire. C'est vrai, en fait, j'ai déposé ce roman à l'entrée de maisons d'édition parce que c'était cher de l'envoyer par la poste, c'était lourd. Je n'avais vraiment pas d'argent. Et donc je l'ai déposé chez Flammarion, et au moment où je l'ai déposé, Frédéric Becbédé est arrivé. Et j'ai été le premier roman qu'il a publié. Et il est resté très peu de temps finalement éditeur, mais je l'ai croisé à ce moment-là. Il m'a téléphoné un jour, et parce que en fait j'avais dans mon premier roman, j'avais juste mis mon prénom et mon numéro de portable. J'avais pas mis mon nom de famille, j'avais pas mis de lettres, voilà.
Et donc un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un type que je connaissais pas du tout, parce que voilà, c'était pas du tout mon monde d'une certaine façon, qui m'a dit je veux absolument que je publie ce texte. Vous pouvez me croire, je suis éditeur depuis 5 minutes. Je me suis dit, c'est une blague. Ouais. Eh ben, il ne s'était pas trompé. Et il vous avait dit à l'époque que votre texte était extrêmement singulier, qu'il émanait d'une marge de la société, qu'il était accompagné d'un style qui était complètement nouveau. Et quand le temps a un peu passé sur ce texte, il vous a comparé à Virginie Despentes. Et je trouve que la comparaison est extrêmement cohérente, qu'effectivement, dans ce premier texte, il y avait quelque chose qui appartenait à une génération, qui appartenait à une révolte, qui appartenait à un style, qui voulait crier, qui voulait, par des mots, hurler une forme de révolte. C'est vrai que quand Une fièvre impossible à négocier est paru, Virginie était là depuis 10 ans, et que pour moi, elle représentait déjà quelque chose d'important. Et on n'écrivait pas, alors c'est quelque chose que j'ai mis des années enfin c'est maintenant que je peux le voir, on n'écrivait pas sur le viol en fait. Il n'y avait pas de roman qui s'emparait de cette question. Et les choses ont tellement changé que à l'époque, quand il est sorti, ça se passait dans les milieux squats, dans les black blocs, et tous les journalistes hommes que j'ai croisés à l'époque me parlaient des black blocs, avec une fascination de la violence, etc. Et les femmes que je croisais me disaient c'est un roman sur le viol. Et c'était vraiment clivé comme ça, pour Une fièvre impossible à négocier. Je pense que moi, ce que je retiens d'une fièvre et qui a duré et qui est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est que chaque chapitre était, enfin non, pas tous les chapitres, c'était entrecoupé d'un dictionnaire où je redéfinissais des mots. Et ça, cette obsession-là de la redéfinition du mot, en fait, c'est quelque chose qui m'importe encore aujourd'hui, jusque dans les chroniques que je fais pour Libé. Au théâtre, vous étiez il y a très peu de temps au Théâtre du Rond-Point à Paris, c'est une forme de dictionnaire que vous déployez dans l'espace avec votre corps, donc là c'est les fantômes de la danseuse qui reviennent, et puis aussi avec votre introspection, votre grammaire et votre syntaxe. Oui, parce que finalement, sans même parler d'étymologie, la définition, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois circonscrit complètement le sens, la définition, c'est vraiment circonscrire, et si on se prend au jeu de cette définition-là, c'est l'inverse. Tout d'un coup, ça ouvre vraiment des chemins d'images très très différentes, tout en restant très circonscrit. Et c'est une très bonne définition de la danse aussi et de l'écriture pour moi. Parce que moi j'ai été élevée dans la danse vraiment, et ça a complètement contribué à forger ma manière d'écrire, c'est-à-dire une coercition voulue, quelque chose d'une discipline imposée qui m'offre à moi la possibilité de la mettre par terre de temps en temps. Alors la danse c'est la maîtrise, la danse c'est l'exercice, la danse c'est la répétition, c'est la correction aussi, hein, c'est le corps qui doit être complètement modelé pour pouvoir produire ce que l'esprit demande. À partir de quel moment vous avez lâché l'idée d'être danseuse? Et puisque nous sommes à New York, ça vous n'en parlez nulle part, ni dans les entretiens, ni je crois dans vos livres. Qu'est-ce qui s'est passé à New York pour vous, puisque vous êtes parti assez jeune, comme bon nombre de grands chorégraphes sont passés par la case New York, venant de toute l'Europe pour pouvoir travailler avec les grands chorégraphes américains. Que s'est-il passé pendant ces années pour vous, Lola? Alors, je suis effectivement partie à New York et j'ai fait une école multidisciplinaire où il y avait théâtre, danse, musique pendant quelques mois. Et ce qui s'est passé à New York, il s'est passé beaucoup de choses en fait. Je me suis autorisée à écrire parce que personne ne me voyait, donc j'ai commencé à écrire vraiment beaucoup ici, en me disant vraiment que je ne le montrerai pas. Et aussi, j'ai appris quelque chose qui était, alors ça va paraître assez naïf, mais tant pis.
j'ai appris une phrase d'un des professeurs que j'avais à l'époque, mais c'était dans le théâtre, qui était « Ne vous jugez pas au moment où vous faites, au moment où vous écrivez, jugez-vous plus tard ». Ça a complètement changé ma manière de faire, c'est-à-dire que cette façon de se juger, qui est très française quand même, d'avoir peur du regard, de se déprécier, et de se déprécier, j'ai compris qu'en fait, c'était pas une question d'orgueil et qu'il fallait avoir de l'orgueil, comme on m'avait dit, pour son travail, pas pour soi. Et ça a été très déterminant, en fait, dans la pratique, finalement. Alors, pour en revenir à ce premier texte, il s'est accompagné d'une remémoration de quelque chose qui avait vraiment existé. Donc, la fiction coexistait avec une forme d'autobiographie. Mais comme souvent chez vous, y compris dans les derniers textes, il y a toujours quelque chose de crypté, il y a toujours quelque chose de caché, il y a toujours un travail pour la lectrice ou le lecteur de vos textes pour pouvoir trouver ce que vous dites sans véritablement l'énoncer. Est-ce que vous pourriez nous dire est-ce que c'est une stratégie, est-ce que c'est une volonté, ou est-ce que c'est quelque chose qui échappe un peu dans les mots que vous utilisez ? Alors, je pense pas que ça soit une stratégie, je pense que c'est... j'ai l'impression que j'aime pas les livres qui me disent beaucoup de choses, enfin, je n'aime pas les livres qui... Alors ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'embarrasse. De la même façon que les films qui en disent trop m'embarrassent. Il y a vraiment quelque chose d'essayer de retranscrire dans l'écriture se perdre, ce que c'est de se perdre, et de se perdre pour pouvoir vraiment avoir accès à autre chose. Donc effectivement, c'est pas stratégique réellement. Je me dis pas tiens, je vais perdre le lecteur, mais il y a quand même quelque chose de ça. Par exemple, quand tu écouteras cette chanson, qui est mon dernier récit, c'était très conscient techniquement que je voulais. Alors ça, pour le coup, c'était très conscient. Je voulais que le lecteur rentre dans un labyrinthe, c'est-à-dire que les chapitres sont très courts. Je voulais qu'on rentre là-dedans tout en continuant vraiment d'une façon un peu addictive à se demander est-ce qu'elle va rentrer dans la chambre d'Anne Frank ou pas, et en même temps que le lecteur rentre dans quelque chose dont il ne connaît pas le cœur, parce que le cœur n'est pas Anne Frank, et qu'il va y avoir une annexe dans l'annexe, un secret dans le secret. Alors un secret dans le secret, un secret dans le secret dans le secret. Le secret ultime étant l'écriture. L'écriture est-elle une forme de dévoilement, une forme de concordance à la fois corporelle et psychique avec vous-même? On va revenir au dernier texte, à l'histoire d'Anne Frank, qui vous a permis de faire un acting out de votre propre judéité que vous n'aviez pas mentionné pendant des décennies. Et de la même manière que dans le premier texte, bon, il y avait un viol qui était décrit et qui vous a valu aussi de pouvoir incorporer, comme beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes, un choc psychique, une terreur intérieure terrible. Mais là aussi, il a fallu ce temps-là pour pouvoir déposer, élucider, peut-être pas accepter, mais peut-être essayer de comprendre un tout petit peu mieux les ténèbres. Oui, je pense que dans le premier roman, la question du viol, elle est vraiment un acte de survie, en fait. C'est-à-dire, vraiment, il y a... parce que j'avais pas vraiment fait mystère que c'était réel, et donc il y a dans l'écriture la seule façon d'exister, de reprendre la main sur le récit, sans qu'il y ait vraiment... J'avais, dès le premier roman, la question de qu'est-ce qu'on décrit quand on écrit un viol. C'était une question essentielle de surtout ce qu'on n'écrit pas, en fait, c'est-à-dire de comment ne pas rendre un viol pornographique. Comment faire pour que le lecteur ne soit pas mis en position de voyeur et que le récit vous échappe encore une fois. Donc, en fait, c'est vrai que dans le premier roman, l'idée c'était de reprendre le récit. Et puis au fur et à mesure, parce que cette question-là elle est revenue dans d'autres romans, c'est devenu autre chose. Et aujourd'hui par exemple,
si j'écrivais encore sur ce sujet, ce qui n'est pas du tout impossible, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense que j'irais sur le sujet de la honte, du sentiment de culpabilité qui est abordé dans Chaviré, mais je resterai vraiment là-dessus, c'est-à-dire pour moi le sentiment terrible qu'ont les victimes de collaboration, qui est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Aujourd'hui, peut-être que j'ai dépassé le stade de vouloir exister sur ce récit. Je me poserai les questions les plus gênantes que se posent les victimes, je pense. Mais justement, oui. Qu'est-ce que vous entendez par collaboration? Évidemment, c'est pas une vraie collaboration, c'est le sentiment, d'être complice. D'être complice de ce qui vous détruit, si vous n'avez, parce que comme 80% des histoires de viol ne sont pas des gens qui vous agressent dans la rue avec une arme, mais des gens que vous connaissez, il y a nécessairement quelque chose de la sidération qui fait que vous avez l'impression que vous n'êtes pas défendu assez. C'est quelque chose qui est très banal finalement. Ben dans le premier texte que vous avez publié, Lola, ainsi que dans Chaviré, il y a des thématiques très, très semblables qui déploient tout un arsenal grâce aux mots et grâce au style, grâce à votre écriture, grâce à la cadence des mots, grâce au souffle. Et j'insiste sur ce mot de souffle parce que c'est pas indifférent que vous soyez une danseuse et que par définition, vous travaillez votre souffle, votre respiration. Quand on vous lit aussi, on reprend souffle, on perd souffle, enfin en tout cas on est dans la respiration de votre écriture, mais il y a toujours effectivement cette espèce de point de basculement dans ces deux textes, c'est où est-ce qu'on est, jusqu'où on va, est-ce qu'on existe encore, est-ce qu'on va continuer à pouvoir respirer, c'est-à-dire à survivre. Je suis contente que vous parliez de souffle parce que vraiment c'est quelque chose qui est... On parle du rythme de l'écriture mais c'est pas suffisant. Il y a vraiment quelque chose effectivement de travailler à quel point quelqu'un va courir avec vous ou on va reprendre son souffle avec vous, le lecteur, et puis ce qu'on appelle dans la musique vraiment les trucs staccato ou pas, ou c'est vraiment c'est l'orchestration de la respiration, c'est vraiment important dans l'écriture. Mais aussi, finalement, de pouvoir être comme sous l'eau. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a de l'apnée, quand on peut traverser certains chapitres sans c'est pas une question d'étouffer le lecteur, mais plutôt de passer dans une autre dimension, dans une autre... Enfin, de l'emmener, le lecteur. Vous faites partie des écrivaines qui prenaient soin de vos lecteurs, vous les emmenez dans un territoire. Oui, et aussi, alors est-ce que j'en prends soin? J'espère, c'est important, mais j'aime bien l'idée de précipiter le lecteur au milieu de l'histoire, au milieu de ce qui est fait. C'est-à-dire qu'effectivement, mes premiers chapitres, j'ai réalisé ça très tardivement, ne sont pas des premiers chapitres. Ce n'est pas des débuts, ce ne sont pas vraiment des débuts d'histoire. J'aime bien l'idée que vous rentriez dans la narration en plein milieu, qui est quelque chose d'un peu brutal. Par exemple, dans La petite communiste qui ne souriait jamais, on commence par Montréal, on commence en plein milieu du moment où les ordinateurs qui vont noter Nadia Comaneci explosent. Il n'y a pas de préambule. J'aime bien cette idée. Alors le rythme est cadencé, enfin staccato là pour le coup, hein, et la prose est assez dénudée. Il y a comme une espèce de sécheresse recherchée d'une grammaire élémentaire qui doit aller vite et fort vers l'essentiel. Est-ce que c'est une recherche délibérée qui vous prend beaucoup de temps? On le sent énormément quand on vous lit ça. Oui, ça me prend beaucoup de temps. J'arrive pas à rétrécir ce temps d'enlever. Je pense que j'enlève au moins la moitié de ce que j'écris. Et j'ai une admiration, une fascination, une admiration immense pour Pérec. Parce que ce que je trouve extraordinaire dans Pérec, c'est que d'une certaine façon, ça pourrait avoir été écrit par quelqu'un
enfin, je dirais de 12 ans, c'est exagéré, mais pourquoi pas. C'est-à-dire que cette discipline qu'il a à être dans une langue très épurée, finalement très simple, et en faire quelque chose, un tissage si sophistiqué. Moi, j'ai parfois une gêne, je peux avoir même une sérieuse gêne, quand l'écriture surplombe le lecteur et lui donne une leçon. Quand un écrivain donne une leçon, c'est quelque chose qui, politiquement, pour moi, est très gênant. Je n'ai pas envie que quelqu'un soit sur une estrade quand il écrit un roman et qu'il me surplombe. C'est une position, en fait. Et ça ne veut pas dire non plus de simplifier, c'est tout autre chose. Mais c'est un peu comme dans la danse, vous savez, vous avez des danseurs maniérés et qui en font un peu trop, comme des vieilles marquises, et d'autres comme des chorégraphes comme Balanchine, où le geste est très géométrique. Et j'aime bien l'idée d'une écriture très géométrique. Plutôt Merce Cunningham, quoi. Que Jean-Baptiste, que les musiques de plutôt Jean-Baptiste Forsyth. Ou Forsyth. Ouais, plutôt Forsyth. Ben, ça tombe bien, vous pourrez aller l'admirer à la rentrée prochaine, parce qu'il va faire 5 ou 6 spectacles à l'Opéra Garnier. C'est vrai, il revient. Mais quand on danse, souvent, sauf avec certains chorégraphes américains bien connus, souvent il y a de la musique. Oui. Donc votre musique à vous, quand vous écrivez, c'est laquelle? Je ne vais pas contourner, je ne vais pas vous faire un pied de nez, vous dire le silence, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire que je ne pourrais jamais écrire avec de la musique. Non, mais je parlais de la musique, mais la densité de la langue française. C'est dur de le dire parce que je ne sais pas. Est-ce que vous choisissez un sujet par rapport à un style auquel vous pensez? Parce que vous êtes super intello, les gens croient que vous êtes une fille très gentille, très aimée, très admirée. Vous êtes sûrement très gentille, mais en fait, vous êtes super intello. Je suis une méchante intello, je pense. Je veux dire par là qu'il y a une recherche formelle à l'intérieur de chacun de vos textes. Oui, c'est la forme en fait. C'est vrai que c'est la forme. C'est la forme qui commence. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pour Chaviré, qui est donc l'histoire d'une jeune fille qu'on va suivre de 13 à 50 ans, mais qui est vue par d'autres gens. Je n'ai jamais pensé, tiens, je vais raconter l'histoire d'une fille qui, plein de choses. Je me suis dit, ça va être quelqu'un qui est... c'est comme une lumière, en fait, qui se diffracte. Elle est reflétée par les autres. C'est ça. Donc, elle est une image. Oui, j'ai envie de la voir. J'ai envie de voir des reflets. Donc, effectivement, il n'y a pas d'histoire au début. Et pourtant, je suis toujours un peu obsédée par les plans. Et par faire des plans qui ressemblent à des pitchs, mais qui ne sont pas très intéressants. Enfin, quand vous avez dit plan, j'ai pensé plan cinématographique. J'ai pas pensé écriture de l'histoire. Ouais. Parce que votre écriture, elle est extrêmement visuelle aussi. Je pense que c'est important qu'il faut, d'une certaine façon, c'est Joyce Carol Oates qui dit qu'elle veut voir avant d'écrire, et je vois tout à fait de quoi elle parle en fait. Il faut d'abord voir et entendre peut-être aussi, je sais pas. Alors donc Chaviré, vous parlez de Chaviré, vous parlez de Nadia Comaneci. Comment s'imposent les thématiques? Est-ce que c'est par rapport à une grammaire que vous voulez déployer? Ou est-ce que c'est par rapport à une histoire qui appartient plus ou moins à votre propre passé? Et là, je pense à Nadia Comaneci. Et je pense aussi à Chaviré, évidemment. Je pense qu'il y a quelque chose de... à chaque fois, je combats vraiment le désir d'un livre. C'est-à-dire, il arrive et je le trouve nul. En fait, je me bats pendant des mois. Je me dis, non, mais ça, c'est nul, je ne vais pas le faire. Donc, il y a une longue bataille avec moi-même pour me dire, mais c'est pas bien. Et puis, il faut se soumettre à une obsession. C'est-à-dire que quand je constate que je pense toujours à la même chose, que ça revient, c'est vraiment le truc qui gratte à la porte. Moi, je me soumets au truc qui revient. Et je ne comprends pas pourquoi, la plupart du temps. Je ne comprends pas du tout pourquoi je veux faire un truc, et je le comprends au fur et à mesure. Quand c'est déjà très avancé, je me dis, ah bon, d'accord, c'est de ça que tu parles. Donc ça part comme ça? Ouais. Pas d'une idée, mais d'une émotion, d'une sensation. En fait, ça parle de quelque chose qui revient, vraiment. Quelque chose qui revient tout le temps.
Et vous poursuivez tous vos projets? Oui. Oui, pour le moment, mais peut-être parce que j'ai pas beaucoup d'idées. Et donc, j'imagine qu'à l'intérieur de l'élucidation de votre propre histoire, qu'elle soit physique, psychique, mais aussi familiale, il y a quand même une tentative par l'écriture de, disons, de dissiper les nuages. Oui, la tentation de... Enfin, la tentation... Sans jamais faire de l'autobiographique. Oui, mais il y a l'essai, je dirais, de faire ce qui n'a pas pu être fait. C'est-à-dire que c'est quand même recommencer une vie, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire ce qui n'a pas Chaque pu livre est une vie. Ben oui, c'est recommencer la possibilité de ce qui a été raté. Il y a quelque chose comme ça je ne sais pas très clair, mais ouais, c'est une mais tentative. qu'est-ce qui a été raté alors? Par exemple, c'est dur de donner des exemples très concrets, mais chaviré, encore une fois, c'est comment faire, par exemple, pour décrire ce que la culpabilité peut faire sur 30 ans. La façon dont elle va aller comme des ricochets partout. Mais ça, il faut des années pour ça. C'est trop tard pour la vraie vie, j'ai envie de dire. Tant pis pour la vraie vie. Donc, à la fiction de réaliser ce qui a été raté dans la vraie vie. Et comment on atteint justement cette intériorité, ces tourments, ces états d'âme et pour reprendre le mot qui a été relevé, cette collaboration avec les ennemis, cette collaboration non volontaire, mais qui n'est pas une servitude volontaire. Non, je pense qu'il y a quelque chose quand même dans l'écriture de... Alors, je vais vraiment avoir l'air dingo, quoi. Mais tant mieux. Tant pis, hein. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que, puisque moi, je ne fais que ça, je ne sais faire que ça, c'est quand même... Voilà, donc je suis obligée de prendre un peu au sérieux. Donc, il y a quelque chose d'une mission, sans avoir l'air... Vous voyez ce que je veux dire quand je dis une mission? C'est un truc à faire. Ouais. Et donc, il faut que vous le fassiez, vous sentez qu'il faut le faire. Et donc, il faut le faire. Et donc, il faut l'écrire, et donc, il faut le mettre quelque part. Moi, j'ai la chance d'avoir... C'est une grande chance d'avoir des échos, des retours de lecteurs, de lectrices. Et donc, j'ai pas l'impression d'écrire pour les gens, pas du tout. Je pense que ça serait une très mauvaise idée. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose... C'est un dialogue. C'est un dialogue, et donc, je ne suis pas toute seule. Ce n'est pas mon journal intime. Ça, c'est important. Les gens ne vont pas rentrer par effraction. Il y a de la place. La place est prévue. J'aurais horreur qu'on pense effectivement que c'est un journal intime. Ce n'est pas un journal intime, un roman. Ça ne l'est jamais, mais on peut en détecter certaines substances à l'intérieur qui viennent alimenter l'imaginaire. Bah oui. Et c'est ça qui est incroyable à l'intérieur de vos textes, c'est que vous n'êtes jamais politiquement correct. Et je voudrais parler d'un livre dont peu de gens savent que vous l'avez écrit, qui est un livre que j'aime énormément. C'est celui consacré à Patty Hearst. Ah non, je crois pas que c'est moi. Mais si. Non, alors j'ai complètement... Vous savez quoi, c'est vous qui êtes en jet lag, mais c'est moi qui... Tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est bien Lola qui a fait ce livre. Je me suis dit, non, j'ai pas fait ça. Vous voyez? Ah non, ça c'est pas mal, parce que moi, il m'a énormément plu ce livre. Hein. Mais il m'a tellement tourmenté. Vous l'avez oublié alors? Ouais. Non, à tel point que vous n'en êtes pas l'auteur. Ça, c'est pas banal. Il m'a gêné, en fait, ce livre. Je me suis... voilà, alors là, on y arrive dans le processus d'écriture. Non, j'ai failli c'est génial, le bouquin, je sais pas, parce qu'il n'est pas tellement mis en avant par Lola à l'intérieur de sa bibliographie, mais c'est un livre absolument extraordinaire qui raconte une face de l'Amérique et qui raconte aussi, en empruntant à vos thématiques de l'obsession, comment quelqu'un qui aurait dû être coupable a pris fait et cause pour ses agresseurs. Donc on est vraiment des deux côtés, à la fois du côté du noir, du côté du blanc,
et Non, essayer de prendre une place qui est difficile à occuper. Oui, bah, vous voyez, c'est voilà, c'est un livre où Vous voulez que je fasse Malona Lafont et que je parle de votre livre? Non, mais c'est terrible, vous voyez, c'est fou, quoi. Mais j'ai beaucoup de mal avec ce livre. Mais Mais ça veut dire qu'il vous a échappé. il a été blessant. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que j'avançais vraiment dans les ténèbres, c'est-à-dire que vraiment ça a été. Faut peut-être, vous connaissez toutes et tous l'histoire de Patty Hearst, non? Parce que ça a été une anti-héroïne américaine, mais peut-être pour les plus jeunes. Oui, c'est l'histoire. Oui, c'est l'histoire de. Manifestement, vous avez beaucoup travaillé pour vous documenter. C'est l'histoire d'une jeune héritière de la famille Hearst qui était vraiment des multimillionnaires ultra conservateurs, dont le père possédait une grande partie de la presse dans les années 70 et elle est enlevée par un groupe de révolutionnaires, mais qui sont vraiment des bras cassés, quoi. Là, c'est là vraiment qui vont tout rater. Et elle va, c'est ce qui m'avait passionné, c'est que ils vont faire passer finalement des bandes dans lesquelles elle parle. Alors le doute est énorme. Est-ce que le texte qu'elle lit, c'est elle qui l'écrit? Est-ce que ce sont eux qui le font? Mais en tout cas, ce qui est passionnant, c'est qu'elle va juger son père, sa mère, l'Amérique, le capitalisme, et qu'on ne saura jamais finalement si elle était consentante ou pas, en gros. Et c'est vrai que pour les recherches, ce qui m'avait passionné, elle a fini par faire un hold-up pour lequel elle a été jugée. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Chicago et d'aller rencontrer un ancien membre du Weather Underground, donc d'un groupe révolutionnaire, qui m'a dit sur elle cette phrase qui a été très déterminante. Il m'a dit elle n'a jamais pu être elle-même, à aucun moment. C'est-à-dire, elle a été déguisée par les révolutionnaires, elle a été déguisée par ses parents, en petite jeune fille bien comme il faut, déguisée en révolutionnaire, déguisée pendant le procès, et que donc on ne sait pas qui elle est. Et c'est fascinant parce que il n'y a pas de vrai et de faux, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a quelqu'un qui est tout le temps la proie de quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être tout le temps vrai. Est-ce que vous avez quelque chose de Patty Hearst? Non, je pense pas. Bon, bah, vous étiez une jeune fille bourgeoise et vous êtes allée dans les squats pendant un certain... J'étais pas très bourgeoise, en fille de prof. Oui, mais enfin, petite bourgeoise. Moyenne bourgeoise. Voilà, ouais, moyenne. Oui, je me suis... oui, j'ai eu... je me suis... Encanaillée? Non, je pense que j'ai fait des choses en lesquelles je croyais vraiment... et je ne regrette pas, et je me suis trouvée dans des situations dangereuses, physiquement. Racontez. Qui vous avez fréquenté dans les squats? Ah, mais je me vois venir. Celui-là, vous en souvenez, hein? Ah bah oui, mais ça c'est très injuste, ça donne une très mauvaise image. Non, je pense que c'était un moment important, parce que finalement, quand on défend des idées, qu'est-ce que ça veut dire de les défendre jusqu'à la peur, jusqu'au danger physique? Qu'est-ce que c'est de se mettre en cause physiquement? C'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi et qui compte beaucoup parce que c'est là où vous créez des liens avec des gens. Je crois que les seuls liens réels qu'il faut créer, c'est de partager ça. C'est pas seulement d'aller au cinéma ou au restaurant, en fait, c'est très bien aussi, j'aime beaucoup, mais c'est quand vous partagez quelque chose. On comprend sans doute des choses qu'on ne peut pas comprendre autrement, et manifestement, dans ces moments-là, vous avez compris des choses essentielles. Ah oui, je pense que j'ai compris des choses essentielles. Qui sont encore très importantes pour vous aujourd'hui. Oui, je pense que alors c'est un mot qui semble tellement désuet, avec la solidarité, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui pour moi, c'est-à-dire de savoir que c'est un exemple très concret, que quand vous faites une manifestation et que vous faites partie d'un Black Bloc, c'est-à-dire d'un groupe de gens, de savoir que tous les autres gens savent où vous êtes et que vous savez où sont les autres et que vous gardez chacune
de l'œil et que vous n'allez pas vous laisser tomber. Oui, c'est quelque chose d'important. Alors, ce corps collectif des femmes sur lequel vous avez écrit depuis très longtemps, peut-être dans la lignée de Virginie Despentes, vous l'aviez lu, King Kong Theory, quand vous avez écrit votre premier texte? Ah non, parce qu'il est sorti après. Ouais. Mais vous connaissiez déjà les textes? J'avais lu Baise-moi. Baise-moi. Ouais. Mais en fait, vous êtes une précurseuse de tout ce courant littéraire d'exploration de ces thématiques. Ce qui fait plaisir, c'est vous, mais c'est pas seulement vous. Ouais. Et maintenant, vous êtes rejointe par une génération de jeunes femmes qui trouvent les mots pour le dire, peut-être grâce justement au fait qu'il y ait eu des jeunes femmes qui ont posé des mots là-dessus, alors qu'avant, c'était l'ère du silence, de la honte et de la culpabilité. Ah, mais je pense que la différence est... Je le vois dans l'accueil fait au roman, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes ces années où les journalistes demandaient, et c'était très frappant, est-ce que ça vous fâche si je vous dis que vous êtes féministe? Je me rappelle comment c'était... mais ça veut dire avant 2017, hein, je ne parle pas de MeToo. Oui, avant MeToo. C'est-à-dire juste avant, c'était ça vous gêne si je vous dis que vous êtes féministe, et c'était l'infamie littéraire, vraiment. C'est-à-dire que j'étais considérée, je pense, comme une militante plutôt comme une écrivaine pendant un moment. Une activiste. Oui, une activiste, je pense que c'était ça. Et que vous avez ce tournant où la question ne se pose pas. Et c'est au moment de l'apparition de Chaviré où j'ai vu la différence. Que le sujet, c'est-à-dire que la littérature ne peut pas se contenter d'écrire depuis des places dominantes. C'est effectivement, c'est pas possible. Donc vous comprenez la sidération du temps et l'accumulation du silence et cette espèce d'impossibilité de vivre, et puis tout d'un coup, hop, quelque chose se déchire et les mots sont là pour pouvoir explorer l'impensable. Ah ben bien sûr, oui, je comprends, et je pense qu'il y avait quelque chose d'extrêmement, et c'était bien désordonné avant que le sujet soit un sujet. C'est-à-dire que là maintenant c'est un vrai sujet, donc c'est formidable parce que tout le monde. Mais c'était pas un sujet quand vous avez écrit. Non, c'était pas un sujet. C'était pas un sujet. C'était toujours ramené à une histoire personnelle. Ça ne faisait jamais collectif. Presque de faits divers. Mais oui, de faits divers. Et puis c'était votre histoire. C'était ça. Ça n'était pas quelque chose de politique. Et puis c'était de la faute des jeunes femmes si ça leur arrivait. Je pense qu'on disait beaucoup. Oui, il y avait toujours, et je pense qu'en plus, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir, parce on dit beaucoup de mal des réseaux sociaux, mais n'empêche que pour ce qui est de la parole des femmes, les réseaux sociaux, c'était essentiel, parce que ça a été l'occasion de voir que votre histoire n'était pas que votre histoire, mais qu'elle était celle d'une autre, et que donc ça fait système. Ce qui est troublant, c'est que les quelques écrivaines qui parlaient de cela, dont vous, je parle d'avant Chaviré, n'étaient pas forcément écoutées, n'étaient pas forcément lues pour ce qu'elles énonçaient. Et c'est comme si vous faisiez partie, je pense que vous faites partie, d'un mouvement collectif que vous avez pressenti, que vous avez allumé comme un contre-feu, et que c'est pour ça que je parle de corps collectif, parce que c'est aussi grâce aux mots, grâce à l'écriture, grâce à cet acte que veut dire écrire, que les mentalités aussi peuvent un peu bouger. Oui. Et que les choses peuvent s'énoncer, devenir entre guillemets des sujets de société, que des mots puissent être énoncés, des mots qu'on ne disait jamais avant. Et les mots pour désigner le corps. Oui, et ce que je trouve très important, c'est que la fiction s'en empare. C'est-à-dire que les récits, je trouve ça très très bien, les essais, c'est super, mais je trouvais important qu'on trouve dans la fiction des personnages que je ne voyais pas. Moi, j'ai écrit des personnages que je ne trouvais pas pour moi-même. C'est-à-dire des personnages de femmes qui ressemblent plus à celles que je fréquente, c'est-à-dire où la colère soit pas quelque chose de joli, d'aimable. Je me rappelle que le journaliste m'a demandé pourquoi toutes vos héroïnes sont si antipathiques. Et je me disais, mais non, elles ne sont pas antipathiques. En fait, elles ne cherchent pas à séduire. Oui, elles sont comme vous êtes certainement, en fait, comme ça. Voilà. Et je trouve ça assez important, effectivement. Moi, je me souviens de quand j'avais 14 ans,
d'avoir trouvé chez un écrivain homme les premières héroïnes qui me ressemblaient, c'était chez John Irving. Vraiment, je me souviens de l'hôtel de Hampshire, de ma stupéfaction quand j'ai lu ce livre, qui était déjà vieux, parce que... Donc vous lisez les hommes, Lola Lafont. Attention, hein, ça va vous être reproché. Hein. Oui. Vous assumez. Ah oui, j'assume, oui. Mais c'est vrai que là, j'en lis beaucoup moins, parce que je m'intéresse moins aujourd'hui, enfin, c'est-à-dire que j'en ai lu beaucoup, et aujourd'hui, je m'intéresse plus à ce que les femmes pensent. C'est-à-dire que là, je me dis, bah, pour le moment, moi, ça m'intéresse plus en ce moment. C'est vrai. Mais j'en ai lu beaucoup, hein, je vous rassure. Il y a des féministes qui nous enjoignent à plus lire les hommes, alors quelquefois agressivement, mais d'autres fois de manière assez futée, drôle et intelligente. Il y en a une qui s'appelle Alice Goffin, qui a écrit un beau livre là-dessus et qui dit: c'est parce que j'ai pas le temps de lire les hommes, j'ai tellement de femmes que je ne connais pas, que je n'ai pas encore lues, que je n'ai pas encore découvertes, que tout mon temps je le mets pour les femmes. Mais je trouve qu'elle a raison, et c'est toujours quelque chose d'un petit peu inquiétant quand je vois des écrivains de ma génération qu'on interroge sur les auteurs qui les ont marqués et qui ne citent que des hommes. Je me dis, mais comment ils ont fait en fait? On a le même âge. Ils n'ont pas lu Virginia Woolf, en fait, ils sont passés à côté. Enfin, c'est très frappant. C'est-à-dire que pour le moment, chez les écrivains hommes, j'ai l'impression qu'elles ne font pas socle. Ça n'est pas une référence. C'est pas toujours si évident encore. Quelle est votre définition du féminisme? Bah, déjà pluriel, ça c'est important, pluriel. Et puis... les féminismes. Ouais, les féminismes, et puis surtout pas un club privé. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose dont vous pouvez exclure d'autres femmes, je pense pas. Vous voulez dire que c'est un féminisme qui doit atteindre toutes les couches sociales? Bien sûr. Bien sûr. Ce qui n'est pas forcément le cas. Non, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas du tout le cas. Je sais pas, moi je pense que c'est plus le cas. C'est plus le cas, et je pense que quand on subit une domination, on sait très bien qu'on l'a subie, même si on ne se dit pas féministe, si on ne se dit pas antiraciste, on sait très bien quand on est victime d'une domination, et je veux dire, je suis tout à fait confiante dans le fait qu'on n'a pas à aller apprendre aux gens qui subissent une domination, en fait. Vos livres ne sont pas des leçons de féminisme, mais c'est des appels à comprendre ce que ça veut dire être une femme et à ne pas se laisser faire. Et d'autre part, en tant qu'orfèvre des mots, vous avez la lourde responsabilité d'écrire des tribunes régulières dans Libération. Et c'est vrai que c'est une fonction très importante dans les temps troublés que nous traversons. Et je me souviens d'un papier, d'un éditorial que vous aviez fait il n'y a pas si longtemps, en enjoignant les femmes à ne pas être toujours extraordinaires, exceptionnelles, valeureuses, merveilleuses. Et j'ai trouvé que cet éloge de la banalité d'être féministe était vraiment quelque chose d'extrêmement profond philosophiquement et politiquement. Merci. C'était il y a 3 mois, je pense, et c'était une des chroniques où je me suis dit, c'est un piège terrible, cette façon qu'on a de célébrer le courage des femmes, de dire ah, mais elles sont formidables. En fait, ça veut juste dire continuer à subir et à pouvoir sublimer ce que vous subissez. Et je pense effectivement c'est très important de dire non, je ne suis pas formidable et donc je vais probablement m'écrouler. C'est très très important de ne pas être exceptionnel. Vous ne faites pas une littérature à message et pourtant vous êtes une messagère de valeur dans des temps assez complexes aujourd'hui et vous déployez cette énergie, je crois, avec beaucoup de profondeur, beaucoup de sincérité, vous y croyez et vous le faites théâtralement depuis peu de temps. Enfin, vous avez repris quelque chose que vous aviez déjà fait, mais c'était plus de la performance. C'était plus du chanter-parler, c'était plus du jeu avec la voix, tandis que là, c'est une voix posée de quelqu'un qui n'est pas comédienne, mais qui est comme une comédienne, sur un plateau de théâtre, un vrai théâtre, et où là, on vient recevoir une douche
de fraîcheur de langage, de beauté de la langue française, mais aussi une leçon de démocratie. C'est fait de manière pédagogique et en même temps ironique. Vous ne vous prenez pas au sérieux, mais ce que vous dites, tout ce que vous dites dans ce spectacle, qui est plutôt un moment qu'un spectacle, c'est extrêmement sérieux parce que ça parle des piliers de notre démocratie. C'est difficile de rajouter quelque chose. Ah non, mais comment ça parce qu'il est question de la langue, c'est très proche de l'écriture des livres. Ouais. C'est homogène par rapport à la pensée de la langue. Je me suis effectivement pour ce spectacle, ce moment, je me suis dit, tiens, je vais être face à un musicien qui est d'ailleurs là au fond, Olivier Lambert. On va avoir une grande table, un peu trop grande, pas comme celle de Poutine quand même, mais grande. Et il va me lancer des mots que je vais devoir définir, sauf que je vais les définir d'une façon totalement subjective et par analogie. Et en écrivant c'est finalement des textes de non-fiction, on va dire, je sais pas, je me suis aperçue qu'effectivement on pouvait définir, en tout cas moi je prends cette liberté de définir le mot capitalisme par les voyages très fréquents que je fais dans le train, où je suis toujours éberluée de voir ce que la SNCF invente pour vous rendre témoin des avantages que vous n'avez pas. Ça, je trouve que c'est une super définition du capitalisme. Que, par exemple, avoir un chien très vieux m'a appris ce que c'était d'assister à la vieillesse de quelqu'un, de devoir l'aider. Voilà, et c'est vrai que c'est toujours des choses qui procèdent comme ça par biais, je pense. C'est drôle parce que Annie Arnaud, elle m'a raconté des choses pareilles que vous, mais c'était sur son chat. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Ah, mais elle est la vieillesse. chien. Mais oui, parce que c'est quelque chose. Effectivement, c'est la vieillesse d'un animal. Il est totalement entre vos mains. En fait, il n'a pas de. Voilà, il n'y a que vous. Alors on parlait de Georges Perec tout à l'heure, on parlait de sa manière d'utiliser la langue, je pensais à ce texte « La disparition ». Vous, les mots sont extrêmement précis, extrêmement rigoureux, exactement comme Georges Perec les assemblait. D'ailleurs c'est un grand assembleur, un grand amoureux de puzzle, vous aussi? Non. Pas encore, ben, ça va peut-être venir. Mais en tout cas, chez Georges Perec, mais aussi chez vous, Lola Lafont, il y a toujours la place pour les lectrices et les lecteurs. Et c'est pas une place pour vous faire plaindre ou pour vous faire admirer. C'est une place où chaque personne qui a lu vos livres, et c'est très impressionnant de voir à quel point les gens projettent sur vous dans les librairies où vous pouvez signer des livres, les gens viennent apporter leurs histoires à votre histoire. Et leurs histoires n'ont rien à voir avec l'histoire que vous racontez. Mais vous la prenez quand même en charge. Est-ce que c'est une définition de l'écriture aussi, ça? Je n'y avais pas pensé, mais j'aime beaucoup l'idée. C'est vrai que c'est troublant parce que j'ai pas l'impression que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'histoire du livre s'augmente des récits qu'elle provoque. Et j'ai en mémoire un jeune homme, alors ça vraiment ça m'a sidéré, je ne me rappelle plus où c'était, qui m'apporte un exemplaire de mon 3e roman, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, et il me dit voilà, alors je ne sais pas quoi vous demander, vous verrez, feuilletez-le, le livre, il y a des pages soulignées. Alors je me dis ah bon, il me dit bah écoutez, ma copine m'a quitté et elle m'a laissé ce livre avec des passages soulignés pour que je comprenne pourquoi. Je me dis mais vous voulez jeter? Je ne savais pas si c'était une bonne idée et il m'a dit non parce que c'est son livre qu'elle me l'a laissé, je voulais juste vous le montrer. Voilà.
Et j'ai trouvé ça magnifique. Il était en ruine, en fait, vraiment. Mais je me suis dit, il avait beaucoup pleuré dessus. Et dans le livre, les passages soulignés étaient censés expliquer pourquoi elle était partie. Et je ne savais pas quoi faire. Voilà, mais c'est beau comme idée, en fait. Ben, oui, en même temps, vous travaillez avec la mémoire, vous travaillez avec la poésie, vous travaillez avec ce qui peut nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Donc, et puis vous donnez une part de vous-même. C'est pour ça que les gens vous aiment et vous considèrent comme quelqu'un d'important à leurs yeux. Et dans le dernier texte que vous avez publié, là aussi, il y a une espèce de reviviscence de la mémoire. Anne Frank, vous aviez lu son journal à quel âge? À 11 ans, je pense, vers 11-12 ans. Et quand je me suis dit que j'allais écrire ce livre, en tout cas que j'allais passer une nuit dans la maison. Non, attendez, on va recommencer depuis le début. Parce que la genèse du processus d'écriture, elle s'était peut-être enclenchée dès l'âge de 10 ans, puisque vous écriviez déjà très jeune, avez-vous dit au début de la séance. C'est vrai. Et c'est ma mère qui me l'a donné. Et d'une certaine... Enfin, ce qui est drôle, c'est que je ne me souviens pas de grand-chose du journal. Le contenu, j'étais peut-être trop jeune, je ne sais pas. Mais c'était vraiment un message. Enfin, je veux dire, ma mère m'a offert ça comme quelque chose qu'elle ne pouvait pas raconter, en fait, parce que ça vraiment, c'est maintenant une évidence que ça, c'est un livre transmis comme un sujet qu'on n'abordera pas. C'est le livre. Et vous l'avez compris combien de temps après? Elle vous a raconté son histoire? C'était un secret, là aussi? C'était un non-dit. Ma mère a été cachée enfant pendant la guerre et c'était un non-dit. Je pense que ça fait 15 ans, 20 ans, même pas, qu'on en parle un petit peu, mais du bout des doigts, j'ai envie de dire que c'est pas un sujet. C'est pas un sujet, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, j'ai compris finalement que le gouffre qui est vraiment cet abîme des enfants laissés seuls pendant des années et qui portent la mort, c'est-à-dire ces enfants qui savent s'ils donnent la mauvaise réponse, s'ils donnent leur vrai nom, ils mourront. De porter la mort à l'âge de 3 ans, 4 ans et de ne pas avoir ses parents, c'est quelque chose qui fait qui fabrique des êtres qui sont comme des gouffres, c'est-à-dire rien ne peut les consoler et rien ne peut changer. Vous pouvez rien changer. Et pour le coup, ça a été la jeunesse du livre, c'est de me dire, ça ne changera rien. On croit toujours la littérature va changer quelque chose, etc. Là, je pense que quand tu écouteras cette chanson, c'est quelque chose écrit en me disant, tu ne changeras rien. C'est-à-dire que quoi que tu écrives, les Francs sont morts. Et tu ne peux pas changer le 11 août 1944. Vraiment, tu ne peux pas empêcher les nazis de rentrer. Et tu vas l'écrire quand même. C'était très très clair depuis le début, ça, cette phrase, enfin vraiment ce truc. Ça voulait dire quoi, à votre avis, pour Anne Frank, d'écrire? Eh bien, je ne sais pas, parce que cette gymnastique-là, de me poser la question de ce qu'elle aurait pensé, je me la suis interdite pendant 1 an. C'est-à-dire, je me suis dit, tu ne dois jamais penser pour elle. C'était, tu ne dois jamais parler pour elle, jamais penser pour elle, parce que tellement de gens l'ont fait. Et que donc, c'était... approprié un moment. Ouais. C'est enlever tous les fantômes autour d'elle. C'est impossible. On peut pas... Mais maintenant, je me dis, peut-être, sans penser vraiment qu'elle l'a pensé, mais je me dis finalement, peut-être que une fois qu'on a visité l'annexe, 42 mètres carrés, peut-être que l'écriture contient absolument tout le mouvement qui n'existe pas. Le mouvement de vie, je veux dire vraiment le mouvement concret, c'est-à-dire le fait que les seules choses qui lui restent, c'est l'escalier à monter, à descendre. Peut-être que l'écriture contient vraiment le geste, quoi. Pas que la vie, mais vraiment le mouvement. Franchir la ligne, finalement, vous n'avez pas besoin de le faire, d'aller voir.
Non, non, vous n'avez pas besoin, en fait. C'est quelque chose qui est un peu du superflu. C'est-à-dire au bout de la nuit, je me suis dit, c'est pour ça que tu es là, finalement, mais tu n'as pas besoin de le faire parce que... Et il y a même une vraie question qui se pose, mais vraiment, c'est pourquoi la chambre elle-même d'Anne Frank, enfin, c'est-à-dire ce couloir comme ça dans l'annexe, dans l'appartement, est le lieu le plus visité de l'annexe, c'est-à-dire au point où vous savez, vous ne pouvez pas rester longtemps, c'est-à-dire que le passage est organisé pour que vous ne restiez pas trop longtemps, et c'est vraiment là, le cœur du problème, il est là, en fait, dans le fait que les gens veuillent déposer des ours en peluche, sans les juger, là, par ailleurs, mais le problème, c'est là où l'histoire d'Anne Frank, elle switch, c'est-à-dire que c'est là où elle est sanctifiée, dans cette chambre d'adolescente, avec des photos d'actrices au mur, alors qu'en réalité ça devrait être un lieu de rage, de colère, parce qu'on n'aura jamais d'autres livres de cette écrivaine, en fait. C'est un tombeau, quoi, quand même. Dans ce livre magnifique, magistral, parce que c'est un véritable cheminement à l'intérieur de la mémoire individuelle, mais c'est aussi un embrasement de la mémoire collective, là aussi dans un moment très difficile que nous vivons actuellement, il y a aussi un petit garçon. Et je me suis demandé, et ça aussi, vraiment j'adore comment vous faites, c'est comme le petit poussé, quoi, au milieu de la forêt, il met des petits cailloux, et il est là à 2 moments de votre texte, ce petit garçon. C'est lui le principal héros de ce livre, en fait. Sans doute, ouais, sans doute. Il est sans doute la raison du livre, en fait. C'est-à-dire, il fallait l'écrire et il ne pouvait jamais être écrit. Ce jeune homme ne trouvait jamais. C'est-à-dire, c'est une histoire, la rencontre avec un adolescent quand j'étais petite, très petite. Et quelque chose que j'essaye d'écrire depuis franchement des décennies et qui ne pouvait pas trouver sa place dans la fiction, parce que moi je trouvais qu'il ne fallait pas de fiction, et il n'y avait pas de place pour lui. Et là d'un coup, dans l'annexe, il peut traverser l'annexe, effectivement. Le jour où vous deviez partir pour Amsterdam, vous êtes tombé malade. Pourquoi? Je ne sais pas. Oui, c'était très bizarre, c'est vrai. J'ai failli annuler. J'ai même écrit un SMS disant que je n'irai pas, mais ça ne m'est jamais arrivé en fait. Je ne sais pas, j'ai eu une fièvre brutale et je ne sais pas, sans raison, qui est retombée tout de suite. Je pense que vraiment aujourd'hui, je me dis que je me suis mise moi-même dans une situation intenable. Que je me suis dit, ben voilà, tu vas te mettre dans quelque chose d'intenable, tu vas t'enfermer dans un lieu où tu vas être obligé d'écrire ce que tu n'écris pas. Mais c'était pas si clair du tout en août 2021. Mais maintenant, je me dis ça. Avez-vous l'impression quelquefois que votre corps vous précède dans l'écriture de certains de vos textes? Dans les symptômes ou dans le... Oui, dans le fait qu'il vous parle d'une manière, il prépare quelque chose. Il y a sans doute quelque chose comme ça, c'est-à-dire si je pense à effectivement à cette histoire de... On parlait des sujets, du fait que finalement le sujet, parfois c'est quelque chose comme un rêve qui revient et que vous êtes obligé à un moment donné de considérer comme quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, un sujet pour moi ça se cherche pas. Moi c'est quelque chose que je trouve... non, on ne cherche pas quelque chose, de toute façon on ne le trouvera pas. Donc il faut plutôt être aux aguets. Il y a vraiment quelque chose de rester vraiment bien aux aguets de ce qui est en train de se passer. Et là, vous êtes comme Georges Perec, hein, qui se mettait à la terrasse d'un café à Saint-Germain, qui décrivait, et il en faisait un livre, tout ce qu'il voyait. Vous êtes une très grande observatrice du réel aussi. Vous regardez beaucoup, bah, ça se voit hein, dans ce... J'écoute énormément. Ne restez pas à côté de moi au restaurant. C'est vraiment... Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver dans un non, parce que je suis fascinée par ce que... Oui, j'adore en fait écouter les gens. C'est génial. Mais oui, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est merveilleux la façon dont les dialogues les plus triviaux, dans les moments les plus
banales contiennent une fiction et une philosophie merveilleuse. Alors c'est dans le spectacle, mais parce que ça m'a frappée. J'étais à la piscine et j'ai assisté à une femme qui a dit à un homme, elle l'a accusé de l'avoir frappé, sans faire exprès bien sûr, et ils ont commencé un dialogue complètement surréaliste parce que le type reconnaissait qu'il l'avait fait tout en disant « mais vous nagez beaucoup trop lentement et je ne l'ai pas fait ». Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Parce vous savez dans quelle piscine j'ai entendu la même chose, moi, de la part de mais oui, vous voyez, ça existe. Et c'est un non-dialogue. Mais c'est du Ionesco, en fait, vraiment. Et j'ai trouvé ça, voilà, et vous n'avez pas besoin d'aller loin pour le trouver. Il suffit d'écouter un peu. Et là, vous êtes dans l'écriture? Oui. Vous voulez pas en dire plus? Ça se passera où? L'écriture? Non, dans quelle ville? Dans quelle... Vous parlez combien de langues d'ailleurs? C'est pour ça que je... Pas beaucoup. Si. Fluently. Fluently, l'anglais, le roumain, c'est tout. Je baragouine de... Le russe? Non, pas moi. C'est déjà pas mal, hein? Bon, et on finit pas par une petite chanson alors? Non? Elle est sublime aussi sur scène quand elle chante. Non mais c'est vous qui avez le jet lag. Bon, on va laisser la parole aux personnes qui souhaitent vous poser des questions. Monsieur. J'ose toujours, comme ça débloque un peu tout ça. Alors, moi, je ne vous connais pas du tout, hein, je suis venu par hasard, j'étais à un autre event aujourd'hui, mais je trouve que... C'est encore mieux. Je trouve que c'était très bon. Donc, non, je voulais savoir, donc si vous... Je voulais parler de Camus. Donc, Camus, il a tendance à dire qu'il faut s'entêter, en fait, qu'on s'entête d'idées pour écrire finalement. Et vous avez parlé là pendant cette interview de cet entêtement, de cette obsession que vous avez. Vous avez parlé aussi du mûrissement. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que tout artiste et tout écrivain mûrit quelque chose en lui. On ne va pas chercher le sujet. Il éclot progressivement. Et donc je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné quelque chose éclot et pas autre chose. Chez vous en tout cas. Merci. C'est pour briser la glace. Mais je sais pas. Si je savais, en fait, j'aurais pas besoin d'attendre et de. Je sais pas. Je pense que c'est les lecteurs qui le savent, en fait, ce genre de choses. Peut-être, hein, mais je sais pas. Il n'y a pas une voix de jeune fille quand même dans tous vos textes? Si. C'est pas un peu ça que vous entendez? Je pense qu'il y a ce qui. Qui revient, oui. Il y a une ritournelle. Hein. Il y a une ritournelle ça, de ce qui ne s'est pas dit, je pense. Hein. Il y a quelque chose qui... Ouais, peut-être. Ouais. Et pourquoi la judéité maintenant et pas avant? Eh bien, écoutez, en fait, c'est évoqué un tout petit peu dans mon deuxième roman. Mais dans Deux sages me console, un petit peu de travers comme ça. Pourquoi je crois que... Parce que je pense qu'il y a des... À un moment donné, moi je crois vraiment qu'on peut s'inventer et se réinventer, c'est quelque chose que je pense. Et puis que c'est en même temps complètement faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes inventé, réinventé, puis vous vous apercevez qu'il y a des choses que vous supprimez de votre biographie tout le temps, et que donc ces choses-là, vous allez devoir les écrire, parce que c'est précisément sans doute ce que vous devez écrire. C'est une des grandes fables du capitalisme, ça, c'est la réinvention. Vous savez, vous pouvez toujours être quelqu'un d'autre, etc. Au bout du compte, non. Voilà. Ça me rattrape. Ouais, je pense. Parce que moi, j'ai complètement découvert. Je ne savais pas du tout que vous étiez juive. Non, ben oui, non. Non, exactement. Et donc, je suis tombée des nues. Mais je pense qu'en fait, vous voyez, c'est ça aussi. Je pense que c'est la confrontation. Il y a quelques années, je me suis aperçue que
avec des gens très bien, entre guillemets, de gauche et tout, j'avais souvent cette phrase, c'est si les gens savaient que j'étais juive, ils apprenaient que j'étais juive, c'était « Ah bon ?» Ah, mais on dirait pas. Et je me suis dit, ouais, il faut vraiment écrire quelque chose là-dessus. Bonsoir, bien merci, c'était pour cette rencontre. J'ai une question, vous avez dit, le mot solidarité vous semblait un peu désuet. Je voudrais savoir pourquoi il vous semble désuet. Et comme vous donnez des définitions, vous refaites des définitions à des mots, quelle définition vous donneriez au mot solidarité? Non, quand je dis qu'il me semble désuet, c'est pas quelque chose que je trouve, que je pense, c'est quelque chose que je constate, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on vit dans un monde où c'est une valeur qui est prônée, qui est prise au sérieux. C'est quelque chose qui est plutôt utilisé, c'est pas profondément à la base de nos relations, enfin je veux dire, c'est... La destruction de la sécurité sociale, pour être très concrète, par exemple, c'est une bonne base de ce qu'on ne considère pas comme une société qui serait solidaire. Quand on vous dit que, voilà, que, je sais pas, quand on essaye de monter les gens les uns contre les autres, les polarisations, les débats extrêmement polarisés sont vraiment l'inverse de ce qu'on appellerait une solidarité. Enfin, on ne cherche pas à créer ce genre de lien du tout. Peut-être parce que c'est une idée dangereuse, une belle idée dangereuse. En France. Écoutez, je ne connais pas vraiment beaucoup de pays où les gens soient hyper solidaires, mais peut-être je ne les connais pas. Ou peut-être dans certains moments, dans les catastrophes. Bonjour. Moi, j'aurais aimé savoir comment vous êtes passé du roman. J'ai bien compris que le premier livre que je n'ai pas lu était plus hybride, mais est-ce que c'est à la suite de la commande que vous a passé que vous ont passé les éditions Stock avec cette collection Manu au musée, ou est-ce que c'était un désir que vous aviez? Vous avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pourriez expliquer un peu? Alors d'abord, c'était pas une commande parce que c'était une proposition de passer la nuit dans le musée de mon choix. Donc finalement, c'était très ouvert. Et je crois que toute contrainte vous permet de faire ce que vous vouliez faire de toute façon. Donc d'une certaine façon, peut-être que si on m'avait dit, tiens, il y a une collection qui te permet de parler d'une recette de cuisine, j'aurais quand même réussi à parler de la judaïté à ce moment-là. Je sais pas. Mais vous voyez, moi je vois pas vraiment de différence entre la fiction et la non-fiction. Moi j'ai l'impression qu'à partir du moment où on commence à écrire quelque chose, de toute façon on est dans la fiction. Et je vais même vous dire à quel point, c'est-à-dire que le musée, effectivement, j'ai dû réarranger certaines pièces telles qu'elles ne sont pas dans la réalité pour que ça m'arrange, moi, comme autrice. C'est-à-dire que la fiction, elle prend toujours le pas quand on écrit, parce qu'on en a un plan, on re-raconte quelque chose, donc oui, c'est de la fiction. Mais moi, j'ai toujours fait de la non-fiction, toujours, mais plutôt dans des cahiers. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup faire dans l'idée, par exemple, c'est de pouvoir partir du réel, pour ce que ça veut dire, et de le tirer vers autre chose, sans le commenter. Donc j'ai l'impression que ça a toujours été plus ou moins là, parce que La Petite Communiste n'est pas franchement un roman au sens classique du terme, finalement. Pas tout à fait. Est-ce que c'est possible, excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir cette forme d'objectivité comme ça? Parce que vous êtes en train de dire que quand vous êtes dans cette espèce d'écriture, vous essayez de ne pas interpréter, c'est ce que vous essayez de dire là. C'est ce que vous avez dit là il y a 10 secondes, non? De ne pas interpréter? Oui, de ne pas interpréter, non. de raconter le plus près du réel, c'est ça? Non. Ah, bon, d'accord. Non, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire le réel, ouais. Mais l'exact, je sais. Enfin, c'est-à-dire que je suis très attentive à l'exactitude. C'est-à-dire j'aime bien travailler à partir de faits, souvent, que j'essaye de voir le plus exactement possible, ce qui est différent encore du réel.
Moi, juste une petite question. Pourquoi vous êtes allé vers Anne Frank par rapport à d'autres figures qui auraient pu être moins connues, mais vous prenez quand même toujours pour Patricia Hearst, Nadia Comaneci, des figures. Oui, c'est intéressant. Pourquoi pas des inconnus, enfin moins connus? Ben parce que enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas non plus conceptualisé avant, mais je me suis rendu compte que j'aime bien l'idée d'un sujet qui semble épuisé, c'est-à-dire qui semble sur-raconté, parce que je vois pas l'écriture comme quelque chose de la découverte. C'est-à-dire que l'idée de l'écriture comme découverte, ça me fait penser plutôt à une écriture très masculine de les voyageurs qui prennent un bateau, qui découvrent une île. Franchement, c'est un truc qui me... ben, comment vous dire, mais c'est quelque chose qui est une autre posture. Moi, j'aime bien l'idée de prendre quelque chose dont on n'imagine plus rien, ou trop, et de me dire, ben, je suis effectivement pas là pour révéler, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce que je vais faire de quelque chose qui a été tellement raconté? Peut-être que c'est mon côté pop, en fait, parce que moi, j'aime bien La pop. la pop. Comme Joyce Carol Oates dans Marilyn. Ben oui, j'adore. Je trouve que c'est un des plus grands livres que j'ai lus. Qu'elle ose faire ça, d'ailleurs, qu'elle ose re-raconter cette histoire. Et finalement, avec des passages qu'on connaît comme des refrains quand on aime Marilyn. Et puis d'autres, c'est l'inverse. D'autres, elle part complètement ailleurs et on la croit complètement. C'est extraordinaire. Qu'elle arrive à nous mettre là-dedans, en fait. C'est extraordinaire. Donc selon vous, comment vous avez... excusez-moi. Ça va être plus vite. Il faut l'arrêter. Désolé, c'est la dernière. Selon vous, donc, qu'est-ce que vous avez réinventé avec Anne Frank? Oh, j'ai pas dit que j'avais rien inventé. Non, mais qu'est-ce que vous apportez de nouveau à cette histoire que tout le monde connaît, etc. C'est intéressant. Ah, bah, il faut lire le bouquin. Hein. Non, mais oui, mais je veux entendre le live. Ah, mais je pense pas que je sois... C'est dans l'écriture ouais. que ça se tient. Okay. Mais vraiment, hein, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une histoire, encore une histoire d'Anne Frank, non. Bon, je crois qu'on peut remercier beaucoup.